Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission qui est un peu particulière. Aujourd'hui, on va parler de 10 comics des années 2000. Alors pas les 10 meilleurs, pas les 10 plus machin, les 10 plus trucs ou machin truc, c'est pas un top, c'est juste 10 comics qui sont, plutôt bons, et donc du coup, dont ça vaut le coup de parler. Il faut savoir que, donc du coup, on va continuer sur plusieurs décennies, et on se retrouve en fin de vidéo, tout simplement pour vous laisser le choix, de la prochaine vidéo. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo, et en attendant, profitez. Bon, je vais commencer avec un petit chouchou personnel, Green Arrow version Kevin Smith. Le bonhomme a une petite réputation de faire du bizarre dans ses créations, mais je vous assure que cette histoire est sa meilleure en comics. Green Arrow le Carquois est une histoire en 10 numéros, sortie entre 2001 et 2002, et nous racontant comment Oliver Queen est ressuscité, après avoir, dans un autre titre, tourné, il faut le dire, un poil vilain terroriste avec option sursaut de valeur à la fin. Pendant quelques années, le titre de Green Arrow fut donné à son fils, Connor Hawke, mais il était temps de faire revenir Oliver, et on a appelé Kevin Smith, auréolé de son succès sur Daredevil chez Marvel. Sur ces 10 numéros, Kevin Smith fait une masterclass en termes de résurrection, réutilisant des éléments de la continuité établie pendant la mort d'Oliver, et en faisant de sa résurrection le cœur du récit, en se posant certaines questions, comme par exemple, pourquoi est-il revenu d'entre les morts, et est-ce que cela a une incidence en fait ? Les réponses sont qu'un autre personnage de l'univers DC a tenu à lui donner une autre chance, et qu'en termes d'incidence, si on règle pas vite la situation, on va vite avoir des problèmes démoniaques sur Terre. Rajoutant à cela la réaction des autres héros face au retour d'Oliver, des grosses références à des sagas cultes comme Sandman, et un hommage aux autres grands héros morts de l'univers DC, bref, Green Arrow le Carquois est pour moi un immanquable. En plus, les 10 numéros existent en français, publiés en 2 tomes souples par Semic à l'époque. Quant au reste de la série Green Arrow de l'époque, elle a des hauts et des bas, mais rien d'aussi mémorable que ces 10 premiers numéros scénarisés par Kevin Smith. Ultimate Spider-Man est sans aucun doute l'un de mes titres préférés de ces années-là. Un titre au très long cours, puisque s'il a démarré en 2000 tout pile, il a connu une première conclusion en 2011, avant de continuer sous une autre forme, mais c'est une discussion pour une prochaine fois. Pendant toutes ces années, nous avons toujours eu le même scénariste à la barre, à savoir Brian Michael Bendis. En termes de série à suivre des années 2000, on est sans doute sur la plus palpitante et la plus passionnante. Le pitch est des plus simples, faire comme si la carrière de Spider-Man commençait au début des années 2000 plutôt que dans les années 60, et moderniser le personnage. Et ça a fonctionné tellement bien qu'aujourd'hui encore, on utilise régulièrement des points de cette série dans de nombreuses adaptations. Cette série est honnêtement remplie de moments forts, j'ai honnêtement chialé à certains passages, il y a même un passage en particulier qui me bute à chaque fois, et c'est aussi sans doute la série Spider-Man qui a le mieux réussi sa saga du clone. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Alors oui, c'est un conseil qui dépasse un poil le cadre des années 2000, mais c'est une série qui est consistamment bonne, et il serait criminel de ne pas vous en parler. Mais bon, les comics, ce n'est pas que les super-héros, je vais donc partir dans l'indépendant. Vous êtes prévenus, Rex Mundy n'a rien à voir avec le groupe de pirates informatiques des années 2010. Oui, j'aime beaucoup Wikipédia, puisqu'il s'agit plutôt d'une série qui nous parle magie dans une France imaginaire en 1933. Dans cette version, la magie est éminemment réelle, et autant vous dire que la séparation de l'Église et de l'État, on peut l'oublier. Du coup, comme vous l'imaginez, magie plus Église catholique égale, personne ne s'attend à l'Inquisition française. Et même si le titre est un comic book américain, c'est extrêmement précis et détaillé en termes de rendu historique et sur la ville de Paris en elle-même. Et pour cause, le scénariste Arvid Nelson a imaginé cette histoire en travaillant sur un documentaire basé sur le magazine littéraire The Paris Review, alors qu'il se trouvait à Paris. On y revient sur énormément de choses avec une réflexion sur le concept oriental de Baha'i, un concept religieux cherchant à réunir toutes les religions entre elles. D'où le nom latin de Rex Mundi, roi du monde. Dans cette œuvre, on va beaucoup parler d'inquisition, de recherche du Graal, de complot dans tous les sens, et l'ambiance est vraiment intense. La série dure 38 épisodes, 19 chez Dark Horse Comics et 19 autres chez Image. Et il existe une traduction française, d'abord une chez Semic, que je possède, et une deuxième chez Le Petit Ange parti trop tôt Milady Graphique. Malheureusement, aucune de ces traductions n'est complète, il manque encore 2 tomes pour que la collection chez Milady soit complète.
C'est vraiment dommage car l'enquête mystérieuse du docteur Julien Chouanière mérite largement d'être lue. Ça reste une excellente série des années 2000 qui saura attirer votre attention si vous appréciez les univers alternatifs de notre histoire, les quêtes mystérieuses et les complots un peu ésotériques. Et puis soyons francs, c'est une œuvre qui sort largement de l'ordinaire. Marvel 1602 est une œuvre un peu particulière, puisque centrée sur une version alternative de l'univers Marvel que l'on connaît. En fait, dans cette version, les super-héros sont apparus 400 ans trop tôt, au tout début du XVIIe siècle. Nous suivons donc les aventures de nombreux personnages dans des contextes inédits, comme Doctor Strange, conseiller de la reine d'Angleterre, les 4 fantastiques en explorateurs des mers légendaires, ou encore les mutants être la cible d'une inquisition diablement remontée contre eux. En ligne de mire, l'arrivée des colons dans ce nouveau monde qu'est l'Amérique, lieu éminemment important pour le genre des super-héros. Est-ce vraiment un hasard de les voir apparaître à cette époque ? Avec un scénariste comme Neil Gaiman aux commandes, le propos dépasse largement celui d'un simple récit alternatif à la What If et se permet de réfléchir sur l'état d'esprit de l'époque, marqué tout récemment par les attentats du 11 septembre, en offrant en plus une réflexion qui est toujours d'actualité aujourd'hui, plus de 15 ans après les faits. Notons aussi les illustrations superbes d'Andy Kubert, qui reprennent souvent le style pictural de l'époque pour plus d'immersion, sans perdre le côté moderne de l'œuvre, un entre-deux assez bien géré. Cette série a même eu des suites, mais aucune qui n'est au-dessus de l'œuvre originale. En bref, une œuvre à ne pas oublier chez Marvel Comics. Pendant 3 ans, de 1997 au milieu des années 2000, Grant Morrison a écrit une excellente version de la Justice League, remettant au centre de la ligue les personnages les plus célèbres de DC, comme Superman, Wonder Woman, Batman ou encore Flash. C'est juste après le départ de Morrison que le scénariste Mark Waid reprend le titre et décide de commencer avec un excellent arc narratif, nommé la Tour de Babel. Si le scénariste précédent avait largement fait monter tout ce que pouvait faire Batman en termes de compétences, ce récit est celui de la perte de confiance de ses équipiers envers lui, tout en étant aussi un récit montrant le maître de la Ligue des Assassins Ra's al Ghul à son meilleur, puisqu'il réussit clairement à mettre en grande difficulté la Ligue de Justice elle-même. Une excellente histoire assez courte, seulement 4 numéros, mais qui sont excellents et qui ont lancé pendant plusieurs années une vision de Batman dans l'univers DC qui ne fait pas vraiment confiance à ses amis et qui va petit à petit s'enfoncer dans une paranoïa qui va mener à bien des difficultés quelques années plus tard. En bref, un excellent récit à lire et une graine de planter pour le futur de l'univers DC. Scott Pilgrim est l'œuvre qui a révélé l'auteur Brian Lee O'Malley au reste du monde. Publié de 2004 à 2010, l'auteur en a profité pour raconter une sorte de récit initiatique d'un jeune de Toronto pour sortir de l'adolescence et passer à l'âge adulte, tout en, peut-être devenant une meilleure personne, plus attentive aux autres et moins centrée sur soi-même. Le tout en créant un hybride entre les comic books américains et le manga japonais, et en faisant des tonnes de références à la pop culture car, qu'on le veuille ou non, c'est la culture dans laquelle on vit. Mais Scott Pilgrim fait un vrai effort pour ne pas faire de ces références un gadget, mais au contraire qu'elles servent le récit, que ce soit pour nous présenter une jeunesse plus réaliste et ancrée dans son époque, ou encore pour accompagner justement cette évolution jusqu'à l'âge adulte. On n'est pas obligé de perdre tout le lien culturel que l'on a connu dans notre enfance pour accepter les responsabilités et les difficultés du monde adulte. C'est l'une des choses que j'ai personnellement le plus retenu de Scott Pilgrim, mais l'œuvre est bien plus vaste et contient beaucoup d'autres messages, comme par exemple l'amour véritable passe par le fait d'arrêter d'être égoïste, l'acceptation de soi et des autres, et sans doute plein d'autres thèmes qui sont là aussi, mais comme j'étais tellement concentré sur ceux-là qui me parlent personnellement, je ne les ai pas forcément pris en compte. Le tout sous une enveloppe fun et facile à grignoter qui est un des rares hybrides réussis entre les styles occidentaux et japonais. Bref. Scott Pilgrim, mesdames et messieurs. Je suis un très grand fan des animaux et j'aime bien Grant Morrison. Alors Grant Morrison qui écrit une histoire sur les animaux, ça doit être choupi tout plein. Ou alors Grant Morrison veut parler des droits des animaux et nous fait une histoire sur un lapin, un chien et un chat qui sont victimes d'expériences cheloues et c'est tout de suite moins choupi, tout doux quand ils sont placés dans des exosquelettes. C'est une œuvre sortie en 2004 et assez courte puisqu'elle ne fait mine de rien que 3 numéros. Et pourtant qu'est-ce que c'est poignant. On ne ressort pas vraiment indemne, mais c'est une excellente œuvre qui continue un peu le travail sur le thème du droit animal entamé par Morrison dans une autre de ses œuvres, Animal Man, mais ce coup-ci de façon un peu plus percutante. Avec son côté court et rentre-dedans, et son attachement à peu de personnages, on dirait du Disney.
Et pour reprendre une phrase de Morrison dans un article d'une interview de l'époque à Newsarama, un Disney ouais, mais avec des griffes. Car oui, c'est sans doute à ça que ressemblerait un film d'animation Disney ou un Pixar avec des revendications un peu plus fortes et concrètes. Nous trois a connu plusieurs éditions françaises, tant chez Panini qu'Urban, et a le mérite de rassembler Morrison avec un dessinateur qu'il connaît vraiment bien, Frank Quitely, qui excelle toujours à mettre en scène ses idées. Et un petit conseil aussi. Ouais, allez-y quand vous êtes pas trop déprimé par contre. Un Disney avec des griffes ça promet, mais pas forcément une happy ending. Jonah Hex est un vieux personnage de chez DC Comics et a connu de multiples séries. Il s'agit d'un personnage vivant au Far West et qui est assez complexe avec une gueule un peu ravagée. Et la série lancée en 2005 est sans aucun doute la meilleure série sur le personnage. Elle a duré 70 numéros, ne s'est arrêtée qu'à cause d'un reboot complet des titres de la firme avec Flashpoint et était tellement bonne qu'une nouvelle version du titre a été lancée tout de suite après avec la même équipe créative. Et même si cette suite nommée All Star Western était vraiment bonne, le titre qui l'a précédé, Jonah Hex, était tout simplement bien meilleur. Justin Gray et Jimmy Palmiotti sont au scénario et traitent chaque numéro comme un western à part entière. C'est-à-dire que chaque numéro peut se lire indépendamment des autres et est une histoire avec un début et une fin. Un vrai western quoi. Sauf qu'il y en a 70 et qu'ils sont tous d'excellente qualité. On y retrouve les éléments essentiels des westerns, à savoir ce côté un peu flou entre la civilisation et le côté sauvage, des personnages complexes et même des qualités de récit qui savent toujours te présenter une situation très riche en quelques pages, avec un début souvent en pleine action. Honnêtement, cette série est un petit bijou que tout amateur de western pourra apprécier forcément, et même l'amateur éclairé en bande dessinée ne peut qu'être impressionné par la performance accomplie, à savoir 70 numéros one-shot en 5 ans, ce qui n'est pas rien du tout. Les performances de la BD franco-belge dans le domaine peuvent en témoigner. Malheureusement, il n'existe aucune traduction française de cette série. Et oui, il faut bien que ça arrive de temps en temps, mais cela ne retire rien à la prouesse de cette série qui mérite amplement le détour. Machine Teen est une mini-série de 5 numéros seulement, sortie en 2005, reprenant le concept d'un autre personnage robotique de Marvel, Machine Man, et en l'adaptant à un adolescent. Nous suivons donc Adam Aronson, un adolescent qui réussit vachement bien au lycée, est le capitaine de l'équipe sportive locale, il a des bonnes notes, tout le monde l'aime bien, et puis tout d'un coup, surprise, il apprend qu'il est un robot, que c'est celui qui croit être son père qui l'a créé, et que même son prénom, Adam, est un acronyme qui signifie Autonomously Decisive Automated Mechanism, soit un mécanisme automatique à décision autonome. Bref, ça chamboule un peu, surtout si en plus une grosse corporation essaye de te mettre le grappin dessus. Machine Teen, c'est tout ça, et mis en scène de façon courte et efficace. On est toujours sur un schéma de modernisation d'histoire pour un nouveau public, après tout les débuts de Machine Man avaient déjà 20 ans à l'époque. Le personnage ne laissera pas une très grande trace dans l'univers Marvel, mais cette courte série vaut déjà bien le coup. Malheureusement, à ma connaissance, la série ne fut pas traduite en français. Vous imaginez une rencontre entre la Justice League et les Avengers ? Ce serait trop bien. Eh bien, ça existe déjà en fait. C'est loin d'être le premier crossover entre les deux grandes maisons d'édition que sont Marvel et DC, mais c'est pour l'instant le dernier qui existe et rien ne semble annoncer un changement pour le futur proche. Nous sommes en 2003 et un vieux projet qui date de 1979 et qui est parti en eau de boudin est ressuscité. Si vous êtes curieux, je vous avais parlé de ce projet qui ne s'est pas réalisé et les raisons derrière il y a bien longtemps dans mon top des comics abandonnés. Mais ce coup-ci, c'est la bonne, Georges Pérez au dessin et Kurt Busiek au scénario et... les deux vilains que sont Krona chez DC et le grand maître chez Marvel jouent à un jeu parce que sinon Krona va bousiller l'univers Marvel. Du coup, ils choisissent, comme toujours dans les histoires avec le grand maître, des champions pour jouer à ce petit jeu. Petite subtilité, Krona de chez DC va devoir jouer avec l'équipe des Avengers et le grand maître de Marvel va jouer avec la Justice League. Les équipes doivent s'affronter pour récupérer 12 items connus dans les comics comme le gant de l'infini ou la dernière batterie des Green Lantern existantes. C'est une longue histoire chez DC. Pas une histoire franchement renversante, même un prétexte en fait, mais c'est la dernière confrontation entre Marvel et DC encore à ce jour. À un moment, les deux univers, Marvel et DC, ont même été brièvement fusionnés et ont fonctionné comme un seul univers cohérent. Et même bizarrement, ce crossover est considéré canon chez les deux éditeurs, ce qui est très rare. C'est une histoire en 4 numéros qui ne vaut que pour son fanservice, comme voir Superman tenir le bouclier de Captain America et le marteau de Thor par exemple, et a été traduite en français par Semic,
dans un magazine bien nommé JLA Avengers. Aujourd'hui, la question des droits empêche certainement toute réédition, mais pourquoi ne pas vous laisser tenter? L'histoire est très classique, mais parfois un peu de fanservice pur et dur ne fait pas de mal, et c'est la dernière dose disponible de ces rencontres entre DC et Marvel, après de très nombreuses rencontres. Et voilà, c'est la fin de cette première présentation. Alors n'hésitez pas, hein, le concept peut être modifié, amélioré, tout ça, donc n'hésitez pas à faire des retours. Hein. Et si jamais il y a des œuvres dont vous vouliez absolument les voir dans cette vidéo, eh bien pourquoi pas les mettre en commentaire. Voilà. Tout en sachant que du coup, on fera sans doute en fait un deuxième tour sur les années 2000. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je compte faire plusieurs de ces vidéos et à chaque fois changer de décennie. Donc forcément, comme le nombre de décennies n'est pas infini, à un moment on va revenir aux années 2000. Et d'ailleurs, en parlant de décennies, eh bien vous pouvez choisir pour la prochaine, tout simplement. Le choix, en fait, tout simplement, est ce coup-ci entre les années 90 et les années 2010. Voilà, pour un peu de fun, voilà, pour exciter un petit peu, parce que je pense que ce sont deux décennies qui ont des fervents défenseurs. Donc pour voter, c'est tout simple, en fait, il suffit d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne, en fait, vous y trouverez un sondage. Donc vous pourrez dire si vous êtes plutôt team 90s ou plutôt team, eh bien, 10s. Ouais, c'est un peu moche, hein. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à voter, donc tout simplement, pour décider le thème de la prochaine vidéo. Donc à la vidéo d'après, donc on redonnera un nouveau sondage, et donc au final, en fait, tous les thèmes en fait qui n'ont pas été choisis en fait se verront reproposés plus tard. C'est pas des thèmes qui sont abandonnés, c'est juste celui qui viendra en premier, tout simplement. Voilà. Donc voilà. C'est juste histoire de faire un peu plus d'interactivité avec vous, et puis tout simplement vous laisser un peu plus le choix en fait de ce que vous voulez voir en premier sur la chaîne finalement. Voilà. Moi je vous dis à bientôt. Salut.